Vous le savez, cette année, c'est la prise en compte de la parole des usagers, le pouvoir d'agir justement de ces usagers. Réflexion, analyse et vos commentaires ou vos témoignages seront bien sûr les bienvenus. Alors, pour des raisons d'agenda, le programme a été quelque peu modifié, mais grâce à la visioconférence, nous allons pouvoir avoir nos différents intervenants qui avaient des contraintes pour certains de déplacement. Et avant d'accueillir Madame la vice-présidente du conseil départemental pour ouvrir officiellement cette conférence, je remercie Madame la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier. Merci de nous accueillir ici à l'espace André Lejeune, sur votre commune. Madame la vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille et de la santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis ravie de vous accueillir à l'espace André Lejeune de Guéret pour cette journée consacrée à l'Observatoire départemental de protection de l'enfance. Ce dispositif éveille en moi des souvenirs, puisque j'ai été, avec des collègues présentes dans la salle et d'autres aujourd'hui tournés vers des horizons différents, à l'origine de la réflexion le concernant. Je ne boude pas mon plaisir de revenir à ce qui a été ma vie durant de longues années. Parce que la protection de l'enfance, au sens large, cela grignote votre quotidien, sans vous laisser beaucoup de répit, mais c'est quand même une mission des plus fondamentales et des plus belles. Accompagner un enfant à toutes les étapes de sa vie, et quelle que soit la nature de ses difficultés, l'aider, souvent malgré lui, en préservant son milieu familial, sans jugement sur ses carences, mais en valorisant ses potentiels, l'entourer en fédérant toutes les richesses d'acteurs de terrain, parfois porteurs de logique et de procédures délicates à concilier, vivre le risque au quotidien, car on n'a aucun garde-fou quand on travaille avec l'humain. C'est si difficile, mais si valorisant, quand on connaît la capacité de résilience des enfants, leur facilité à s'imprégner des repères qu'on leur donne, de la réflexion qu'on leur permet, de l'expression qu'on leur autorise. C'est logiquement cette précieuse parole qui sert de fil rouge à votre journée de réflexion. Vous gérez tous, à votre niveau, la précarité, la pénurie, les manques d'anticipation politique récurrents, les faiblesses des décentralisations successives. Et surtout, vous clamez depuis des années que la prévention est la base fondamentale de toute action sociale, qu'elle doit cesser d'être le parent pauvre d'un système qui réagit à un problème par une loi, plutôt que de se projeter sur l'avenir, à partir de l'expérience de ces gens de terrain qui affrontent les réalités et savent être créatifs quand on les écoute. L'Observatoire est un outil fondamental pour justifier de cette réalité, pour adapter les réponses, pour anticiper. Mais il est important qu'il serve en premier lieu à dégager ce qu'il représente d'humain et de sociétal. Car, comme l'a dit à son époque l'abbé Pierre, les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Eh bien, permettez-moi de penser qu'il est parfois nécessaire de pleurer pour comprendre, puis pour se donner le droit et les moyens d'espérer. Bonne journée à tous. Merci. Merci, Madame le maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier. Et merci à vous, Laurence Chevreuse, vice-présidente du conseil départemental de la Creuse, d'accueillir vos invités et d'ouvrir officiellement cette troisième édition de conférence. Madame Emmanuelle Thiel, directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, de la protection des populations, Madame le maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, Mesdames, Messieurs les directeurs et collaborateurs des services de l'État, des services départementaux et intercommunaux, Madame la directrice Enfance, Famille, Jeunesse Cécile Dodonné, Monsieur Laurent Viste, chef du service ASE, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'associations et de fédérations, Mesdames, Messieurs les membres de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de la Creuse, Mesdames et Messieurs les acteurs de la protection de l'enfance, en vos grades et qualités. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'excuser Madame la présidente du conseil départemental, Valérie Simonet, qui n'a pu être présente parmi nous, prise par d'autres obligations.
mais qui est, je le sais, particulièrement sensible au sujet de l'enfance, de la prévention, de la protection de l'enfance. C'est un honneur pour moi de participer à la 3e conférence de l'ODPE qui met pour cette année 2023 en lumière un sujet primordial, la parole de l'enfant. Au vu du programme riche de la journée, c'est un sujet qui mérite bien une attention et une réflexion toute particulière. Comme beaucoup d'entre vous, nous savons que notre jeunesse représente notre avenir et que nos enfants sont une promesse de progrès. Cependant, cette promesse ne peut s'épanouir pleinement que si nous assumons nos responsabilités en tant que collectivité et professionnels de l'enfance pour créer un environnement sûr et bienveillant, car la réalité n'est pas toujours idéale. Certains enfants peuvent être confrontés à des défis et des situations difficiles, les rendant même parfois réticents à partager leurs sentiments. En tant que société, il nous incombe de concevoir un espace où les enfants se sentent en confiance pour parler sans crainte de jugement ni de représailles. Notre responsabilité est collective. Ainsi, le rôle moteur de l'ODPE est essentiel pour favoriser les rencontres et le travail d'équipe. D'ailleurs, l'année 2023 fut marquée par l'expérience Comité des jeunes. Nous avons donc déjà donné la parole à ces jeunes. Un comité au sein duquel donc, ces jeunes se sont montrés actifs et impliqués. Ils témoigneront cet après-midi. Nous avons également organisé pendant l'année 2023 une action forte suite au retour que vous nous avez donné sur la conférence 2022. 3 journées ont été consacrées aux besoins fondamentaux de l'enfant. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs présents et des intervenants. Soyez assurés que votre mission est d'intérêt général. Merci aux services départementaux de la protection de l'enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse, aux services de pédopsychiatrie, au secteur associatif habilité en protection de l'enfance, aux établissements du champ du handicap et à vous tous, professionnels et acteurs des politiques de protection de l'enfance. Je n'oublie pas le travail de fond réalisé par l'ODPE en amont de cette conférence, car c'est bien là le but de cette journée, de pouvoir mettre en pratique les éléments que nous recueillons, que nous partageons ce jour. 3 groupes de travail se sont réunis. La conférence annuelle et formation, qui a travaillé, bien sûr, sur le thème de la conférence annuelle de l'ODPE et qui nous a donc proposé ce thème de la parole, de la prise en compte de la parole de l'usager. Lors d'une 2e séance, ce groupe a également travaillé sur la remontée des besoins en formation des partenaires de l'ODPE. Le groupe statistique, la première réunion a été animée par Madame Claire Litaille, chercheuse, chargée d'une étude sur le parcours de l'enfant en protection de l'enfance. La 2e séquence de travail a eu pour objet l'étude de la note de cadrage de Madame Claire Litaille, qui était alors présente en visio et qui sera également présente ce jour en visio. Elle n'a pu venir suite à un problème de train. Le 3e groupe, la veille juridique. Suite à cette réunion de travail, Madame Laure Migaud a mis en ligne une newsletter que vous pouvez consulter sur le site internet du Conseil départemental. Il y a un onglet ODPE. J'en profite pour remercier Madame Laure Migaud pour son investissement au sein de l'ODPE dans le groupe statistique et pour la préparation en amont de cette 3e conférence. Je ne peux terminer sans remercier nos intervenants, donc Madame Claire Litaille, Monsieur Arnaud Gallet, Monsieur le docteur Ben Kemoun et Madame Jeunesse de l'ONPE qui sera avec nous en visio. Leurs interventions vont éclairer nos pratiques et enrichir notre culture commune au bénéfice de la protection des enfants creusois. Faire de la protection de l'enfance une priorité aujourd'hui, c'est œuvrer pour le futur du département. Et c'est la volonté de la présidente et du conseil départemental de la Creuse que j'ai le plaisir de représenter ce jour.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, Madame la Vice-Présidente, Laurence Chevreux. Et merci à vous, Arnaud Gallet, de venir nous rejoindre. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des personnalités, des professionnels, des témoins, des intervenants de qualité. Donc, nous sommes heureux que vous soyez venus jusqu'à Guéret. Vous avez un micro, Arnaud Gallet, voilà, que vous pouvez prendre. Il est parti très tôt ce matin. On peut bien les applaudir, ainsi que le docteur Ben Kemoun. Je crois qu'ils sont partis vers 4h30, 5h. Et ils sont à l'heure ici à Guéret. Alors qu'on vous voit beaucoup sur les plateaux télé, dans les journaux, et vous êtes donc, vous avez pris le temps de venir jusqu'à nous. Nous en sommes ravis. Alors Arnaud Gallet, vous êtes membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On vous entend, oui. Je crois pas. Ah si, c'est bon. Si. Vous êtes cofondateur également du collectif Prévoir et Protéger. Prévenir et protéger. Prévenir et protéger et du Move Enfant, ce qui est donc association qui lutte contre toutes les formes de violence. Et c'est bien cela qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Vous êtes auteur du livre J'étais un enfant, où vous racontez votre douloureux parcours d'enfant. Et justement, ce livre, c'est aussi pour parler de vous, mais aussi pour que d'autres enfants soient au courant et ne subissent pas les mêmes violences. Arnaud Gallet, écoutez, vous avez 200 personnes pour vous écouter, répondre éventuellement à vos questions. Bonjour à toutes et tous. Déjà un grand merci. Alors c'est vrai qu'avec Jean-Marc Ben Kemoun, on est venus tous les deux de notre côté. On aurait pu être vigilants et faire la route ensemble. Donc, oui, le bilan carbone n'est pas top. Exactement. Et c'est un grand plaisir d'être là, un grand plaisir d'être dans la Creuse. Donc je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ce que je vais vous proposer ce matin, c'est de revenir un peu sur dire de quoi on parle, d'où on vient, et où on va d'une certaine manière avec toute la question de la commission, etc. Parce que c'est important, on a sans cesse l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau. Vous l'avez dit, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour différentes raisons. Un, effectivement, j'ai moi-même été victime quand j'étais enfant, entre l'âge de 8 ans et 12 ans, victime de pédocriminalité par un prêtre missionnaire qui était un grand-oncle également entre l'âge de 8 ans et 11 ans. J'ai fait partie des 22 signalements faits par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, puisque l'Église savait n'a rien fait, comme pour de nombreuses personnes. Et donc je fais partie de ces personnes-là avec un sujet qui me tient donc particulièrement à cœur. Et j'ai été également victime par 2 cousins à l'âge de 12 ans. Important aussi, comme ça je donne des chiffres en même temps, un agresseur sur 3 est un mineur. Voilà, donc c'est important aussi, ça fait partie des choses. Je suis donc membre de la Civis, je suis également expert au comité olympique, enfin j'ai différentes casquettes, et je suis accessoirement, si je peux dire ça comme ça, anthropologue. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Ce que je vous propose aujourd'hui, peut-être, alors, je vais faire un signe parce que je n'ai pas forcément systématiquement, mais c'est pas grave. Voilà, je vous propose effectivement d'aller sur, de développer mon propos en 3 axes. Je vous le disais, c'est de quoi on parle, forcément la question des chiffres, qui sont importants. Alors derrière les chiffres, bien entendu, il y a des vies humaines, etc. Mais c'est essentiel de se dire que ces chiffres-là, il faut les avoir, il faut les marteler, il faut se dire surtout à un moment donné, on va bien voir l'urgence qu'il y a en la matière et pourquoi est-ce que les victimes, d'une certaine manière, et un ensemble de personnes dans la société, quand même, se met vent debout pour qu'on soit en capacité, une bonne fois pour toutes, si j'ose dire, de protéger les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je vais aborder la question de ce que j'ai appelé moi une brève histoire de la libération de la parole, parce que ce terme, on n'arrête pas de l'entendre, et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas tant la libération de la parole, si je peux dire ça comme ça, c'est la libération de la protection des enfants qui serait importante au regard effectivement de cette parole qui se libère depuis un petit moment, pour le dire de manière, voilà, je vois que mon collègue Jean-Marc est d'accord avec moi, tant mieux. Et puis je vais parler de la commission indépendante sur les abus sexuels, sur les abus, je vais y arriver, vous voyez, je vais parler de la SIAZ avant, ça vient me coloniser, c'est un peu ça, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a rendu son rapport donc le 20 novembre dernier, c'était quand même assez récent, et je ne vais pas vous revenir sur les 82 recommandations, mais quand même revenir sur l'ensemble et en présenter plusieurs. Hop. Un enfant sur 5 en Europe est victime de violences sexuelles. Un enfant sur 5. Ça, c'est le premier constat, le premier chiffre. C'est des chiffres du Conseil de l'Europe. On parle en France de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Alors, il y a toujours des personnes, et je suis d'accord avec, mais tu vas arrêter à chaque fois de faire des remarques, ce sont des chiffres qui sont fourchette basse, si j'ose dire. C'est important, pourquoi ? Parce que vous voyez, d'emblée, vous vous intéressez aux chiffres du ministère de la Justice, et vous savez qu'en 2019, il y a eu 23 000 plaintes d'enfants, je dis bien d'enfants, de mineurs, pas de personnes majeures comme moi, qui ont subi enfants
et qui ont déposé plainte à leur majorité, puisque moi, mon affaire est en cours, et ça fait 4 ans, ça fait maintenant 2 ans qu'il y a une commission rogatoire qui est en cours, mais on parle bien d'enfants. Donc vous avez 23 000 mineurs qui ont déposé plainte en 2019. Combien n'ont pas déposé plainte? Alors peut-être même avant de revenir sur l'intérêt de parler des personnes en situation de handicap, des plus vulnérables parmi les plus vulnérables, des chiffres aussi qui sont importants. 10% de la population française, on parle de 10% de la population française, qui serait victime, qu'aurait été tout du moins victime de violences sexuelles dans son enfance. 10% de la population française. Important aussi, ce que je ne mets pas là derrière moi, quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants, on parle de violences sexuées. Sexuées pourquoi? Parce que 80-81% des victimes sont des filles, et donc à peu près 20% des victimes sont des garçons. Et on estime entre 94 et 97% des agresseurs sont des hommes. Voilà. Alors, il y a bien entendu un tabou sur les agresseuses, si j'ose dire, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement qui est assez compliqué de manière sociétale. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura du mal à passer de 97-94%, si vous voulez, à 50% d'une certaine manière. Et donc, c'est ce qui amène certaines personnes, comme des anthropologues, comme Dorothée Bussy notamment, et d'autres, à considérer effectivement que c'est le berceau des dominations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a travaillé d'un point de vue culturel sur cette question et qui, moi, m'intéresse grandement aussi d'un point de vue justement anthropologique. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui me semblait important également, et là pour le coup c'est la slide que j'ai derrière moi, c'est de rappeler que parmi la question par exemple, des violences sexuelles faites aux enfants, c'est aussi des questions de vulnérabilité. Et il y a celles et ceux dont on parle très peu finalement. Les enfants en situation de handicap, l'OMS le rappelle, sont 4 fois plus exposés, seraient 4 fois plus, et je pense aussi que là ça peut être une fourchette basse, parce qu'en réalité on a du mal aussi à se mettre au niveau de ces enfants-là, alors que je pense qu'on devrait adapter nos outils pour qu'ils soient accessibles à eux, et donc comme ça ils seraient accessibles à toutes et tous. Et on voit bien que donc 4 fois plus exposés. Je remets des chiffres quand même qui sont assez effrayants. Il y a une enquête européenne qui a été faite qui disait que 9 femmes autistes sur 10 a subi des violences sexuelles, des viols. 9 femmes autistes sur 10, et je remets les chiffres, vous voyez, 47% avant l'âge de 14 ans, 31% avant l'âge de 9 ans. Excusez-moi. Alors je vais passer cette slide parce que sinon, voilà, on sait qu'il y a une augmentation en 2021, mais sinon ça va alourdir mon propos. Allez-y encore, tac, tac. Voilà, je vais m'arrêter sur celle-là, merci. Alors, chose qui est importante, et pourquoi est-ce que la commission d'ailleurs indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles a été mise en place? Eh bien, on est parti de différents constats. En 2016, vous avez l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, donc qui n'est pas une association, on va dire, d'hystériques, complètement enfantistes, féministes ou quoi que ce soit, je vais le dire avec un peu d'humour, qui a donné un chiffre qui est quand même aussi assez éclairant. On estime qu'il y a moins de 4% des enfants victimes qui déposent plainte. Moins de 4%. Si on fait le parallèle avec les femmes victimes de violences, aujourd'hui on dit qu'il y a entre 10 et 14% des femmes victimes de violences qui déposent plainte. Pour vous dire là où on en est aujourd'hui au niveau des enfants, et pourquoi moi en tant que survivant, et d'autres, c'est un sujet qui nous tient forcément particulièrement à cœur, puisque l'idée bien entendu c'est d'aller chercher les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, et si j'ose dire de réparer forcément les victimes comme moi et d'autres, mais qui je pense, nous notre but c'est vraiment, je parle pour moi et pour protéger les autres. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de ces 4%, c'est de voir le traitement. Le traitement, c'est 73% de ces plaintes qui sont classées sans suite. Important de le dire aussi ici en tant que professionnel. Moi, j'ai vu dans mes expériences professionnelles, j'ai été directeur général de fondation, des fois des travailleurs sociaux ou autres qui disaient ça a été classé sans suite, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Le classement sans suite, ça ne veut pas dire ça, je le dis ici devant les gendarmes, voilà exactement. Ça veut dire surtout que les éléments ne sont pas suffisamment caractérisés pour que le magistrat soit en capacité de juger l'affaire et donc de condamner un agresseur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que potentiellement ça a pu avoir lieu, mais que d'une certaine manière il n'y a pas suffisamment d'éléments. Et ça c'est important, donc c'est dans 73% des cas, d'où la question sur laquelle on reviendra, où nous on va demander des moyens supplémentaires au niveau de la Civis justement pour qu'il y ait une possibilité de caractériser ces faits, bien évidemment. On apprend aussi des chiffres du ministère de la Justice lui-même que seuls 0,4% des plaintes aboutissent aux assises et sont donc considérées comme des crimes. Je le dis ici, dans un pays qui, il y a peu de temps, se posait la question si
une certaine Gisèle Halimi, par contre, devait aller au Panthéon. Parce qu'elle disait, elle clamait haut et fort que le viol est un crime. Je vous laisse apprécier effectivement ces chiffres qui, à mon sens, doivent nous interroger sur la manière dont on vient traiter directement ces questions de pédocriminalité. Merci. Pardon. Important pour moi aussi, juste avant, mais je vais aller très vite, rappeler que quand on parle de violence sexuelle, d'inceste, on voit bien qu'il y a aussi un jeu de domination un peu entre les différentes violences. Toutes les violences sexuelles faites aux enfants, c'est important de les rappeler. Vous avez des questions de prostitution aussi au niveau des enfants, avec bien souvent des enfants victimes de prostitution qui ont connu aussi l'inceste, etc. On sait qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'enquêtes, d'études qui sont faites là-dessus. Il y a également des questions, par exemple, qui sont importantes au niveau de l'excision, qu'on n'oublie pas non plus. Je rappelle quand même, et c'est important, vous voyez, ne serait-ce qu'en Seine-Saint-Denis, département dans lequel j'ai un peu grandi, vous avez 7,2% des femmes victimes d'excision. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ce sont les mêmes conséquences psychotraumatiques, avec des phases d'amnésie traumatique sur lesquelles je reviendrai, différentes choses, et donc ce sont des violences sexuelles faites aux enfants. Et enfin, et ça me semble important, la question des mariages forcés, par exemple sur la slide juste après, merci. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, je vais aller vite sur le sujet, mais je mets juste la slide. Pourquoi ça me semble important? Vous voyez, moi-même, je suis par moments démarché par des associations de différentes diasporas, diaspora malienne, sénégalaise ou autres, sur ces questions-là. Et puis je leur dis, ma première réaction, souvent, c'est de dire, mais écoutez, j'ai été victime de beaucoup de violences, effectivement, dont je parle dans mon livre, violences physiques, psychologiques, sexuelles, etc., mais pas de mariage forcé. Or, la manière dont ces associations traitent le sujet des mariages forcés, bien souvent, elles parlent d'inceste. Pourquoi? Parce que le mariage forcé, c'est bien souvent un oncle, un cousin, etc., etc. Et donc, il y a un regard un peu ethnocentré sur ces questions-là, qui me semble important quand même de rappeler. Ça ne se passe pas ailleurs, c'est aussi une réalité qui est bien française, avec certes effectivement la question de la migration, etc., qui peut se poser, ou tout du moins ça peut se passer pendant les vacances, on le sait bien, mais donc ça doit nous éclairer par rapport à ça. Et je le redis, derrière le mot mariage, qui a l'air très glamour, si je peux dire les choses comme ça, il y a bien des viols notamment d'enfants, bien souvent, avec des chiffres qui, là, encore une fois de plus, sont effrayants, et c'est important quand même de le rappeler. Merci. Voilà, c'était vraiment pour aller très vite. Je sais que le temps est compté, donc j'essaye en même temps de regarder. Je vais me permettre. Voilà. Alors, je viens à présent à quelque chose qui me semblait essentiel parce qu'on dit souvent, et moi ça m'agace un peu pour le dire de cette manière-là, on parle souvent de la libération de la parole. Je pense que ça fait bien longtemps que la parole se libère, et l'une des premières, et même avant elle, il y en avait d'autres bien évidemment, mais qui a marqué notamment la télé, parce qu'on passe beaucoup au niveau des médias, parce que sinon on serait très peu entendu, donc on remercie infiniment, même si des fois il y a des choses à reprendre au niveau médiatique, mais on est bien content de les trouver. Vous avez une personne qui s'appelle Eva Thomas, qui est donc membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et qui a eu la force, parce que moi le courage, je ne sais pas s'il faut du courage quand on est victime, je pense qu'il faut surtout de la force pour affronter beaucoup de choses derrière, notamment les réactions qu'il y a au niveau de la société, encore aujourd'hui, c'est important, on est en 2023, moderne, etc., mais il se passe encore beaucoup de choses. Et cette femme exceptionnelle, qui a 81 ans aujourd'hui, effectivement, elle a participé en 86 au dossier de l'écran. J'aimerais bien qu'on partage ensemble cet extrait-là, parce que je pense qu'il est assez éloquent pour vous dire d'où on vient. C'était pas le temps des dinosaures, c'était en 86, et c'est assez intéressant. Attendez, j'arrive. On a perdu le PowerPoint. Bougez pas, on arrive. La situation est sous contrôle. Est-ce que vous avez besoin d'un technicien spécialiste de l'informatique? Ça va aller, parfait. Mais si je n'y arrive pas, je ferai l'économie, mais je vous inviterai à le regarder, mais je vous regarde juste après. Alors, comme vous n'aviez pas de micro, Arnaud Gallet tente de diffuser ce Voilà, je tente reportage. effectivement, je prends le micro Voilà. en même temps, allons-y. Et si ça ne fonctionne pas, il vous invitera donc à le regarder Je ultérieurement. pense que ça va être bon. Ouais. A priori, c'est en train de mouliner. Comme ça, je vous fais en direct, je vous fais des bruitages.
Et là, vous voyez comment on va faire après? Pour le diffuser là-dessus. J'avais bien conscience de l'interdit d'en parler. L'interdit de l'inceste, c'est pas l'interdit de le faire, c'est l'interdit d'en parler. Elle est l'une des premières victimes d'inceste à avoir témoigné à visage découvert. Eva Thomas, c'était en 1986, sur le plateau de l'émission Les Dossiers de l'écran. Si vous voulez, ça n'a aucun sens si votre père devient votre amant ennemi pour redevenir votre père le lendemain matin sans qu'un seul mot soit prononcé. Eva Thomas a mis du temps avant de se souvenir de ce viol. Heureusement, j'ai été agressée à 15 ans. Une personne qui avait été agressée beaucoup plus jeune, enfant. Alors l'amnésie est beaucoup plus importante. Alors que moi, j'étais quand même sûre qu'il s'était passé quelque chose. Au moment de son témoignage à la télé, elle vient de fonder l'association SOS Inceste et de sortir un livre, Le viol du silence, dans lequel elle brisait l'omerta. J'ai tout de suite dit, moi je veux pas qu'on me cache, je veux parler à visage découvert parce que je veux dire ce que j'ai vécu pour que les autres puissent parler aussi. Ce qui me semblait important, c'était de créer un réseau de parole, de se rencontrer entre nous, etc. C'était ça qui me semblait important. Son témoignage entraîne des réactions de téléspectateurs. Un ingénieur qui nous dit « J'ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi empêchez-vous les gens d'être heureux ?» Un agent technique qui dit « On commence, où commence et finit l'inceste ? J'ai une fille de 10 ans que j'aime caresser et je me demande si mes impulsions sont coupables. » C'était ce qui était le discours, comment dire, général. Une fois, je suis tombée sur un homme qui a téléphoné à l'association en disant « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez ?» Exactement ce que disait cet homme à l'émission. « Moi, je suis heureux avec ma fille, etc. etc. » Je dis « Monsieur, expliquez-moi ce que vous faites à votre fille. » Alors, je l'ai fait parler. Et j'ai dit « Monsieur, ça vaut 10 ans de prison. C'est interdit par la loi. » Alors, il a raccroché. Moi, je pense qu'entre un parent et un enfant, il n'y a pas d'inceste heureux. En tout cas, pour l'enfant, c'est pas vrai. Enfin, il y a une telle toute-puissance des parents par rapport à l'enfant, c'est pas possible. Le témoignage d'Eva Thomas a permis à d'autres victimes de se livrer. Moi, quand je parlais après dans d'autres émissions, j'étais portée par toutes les autres qui témoignaient et tout ça. J'étais, à un moment donné, je me sentais le porte-parole de celles qui nous avaient écrit. D'ailleurs, dans des lettres, des femmes disaient « S'il vous plaît, lisez ma lettre à la radio. » Aujourd'hui, Eva Thomas est membre de la CIVIS, la commission sur l'inceste. Elle porte ce message d'espoir. Si vous trouvez les bonnes aides, vous aurez après une belle vie. Voilà. On n'est pas victime à vie. C'est juste un passage extrêmement douloureux. Mais croyez que la vie, elle vous attend. Elle est aussi pleine de cadeaux et de surprises. Voilà, c'était important quand même de partager ça. Et on a l'impression que c'était loin. Alors je suis d'accord qu'aujourd'hui, on aurait peu de téléspectateurs qui appelleraient, à mon sens, et qui feraient part de leur réaction de cette manière-là. Néanmoins, je vais le partager avec vous parce que je l'ai vécu la semaine dernière et j'ai trouvé ça un peu sidérant. J'étais à Saint-Étienne la semaine dernière, devant un parterre de magistrats, d'avocats, de psychologues. Et la question de l'inceste consenti, en fait, s'est amenée parce que la question de se dire pourquoi est-ce qu'on protège un enfant tout de suite en se disant qu'il y a bien des fois la petite fille qui va directement voir papa dans son lit, ben, la question s'est posée. Voilà, je vous le dis de cette manière-là. Et c'est pas moi qui ai réagi. C'est la gendarmerie nationale qui a réagi, qui était à côté de moi, c'est le major. Et c'est important de le rappeler. Donc, vous voyez, peut-être qu'on le dit moins, on ne le partage pas comme ça, de cette manière-là, au niveau de la télé. Mais cette culture-là, elle est bien présente. Voilà, je le dis. Et c'est bien ce sur quoi... Elle a été posée, effectivement, mais bon, je ne voulais pas aller jusque-là, par le ministre de la Justice quand il était alors avocat. Mais au moment de la loi de 2021, effectivement, la question de l'inceste consenti, notamment entre une tante et son neveu, a été posée et dans l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. C'est important de le rappeler. Mais donc voilà d'où on part quand même. Et ça, pour moi, c'est essentiel quand même de le partager avec vous. Et vous voyez, tout le monde a les mêmes réactions. Et vous dire qu'il y a quand même ce sujet-là qui n'est pas si clair d'une certaine manière, qui est tout du moins pas traité et qui concerne bien toutes les couches sociales. Important également, un moment de la libération de la parole avec la fameuse parole libérée, justement. Un mouvement qui m'a particulièrement tenu à cœur, bien évidemment, avec la question de victimes
dans l'église, victimes du père Prénat, mais surtout la question qui a été posée et qu'on a voulu un peu évacuer. Eux ont posé d'emblée la question de la non-dénonciation. Vous savez, c'est le fameux « grâce à Dieu, les faits sont prescrits » qu'on a tendance à oublier un peu, et à chaque fois on se dit « ah oui, c'est vrai que ça a été dit, ça, c'est incroyable, ça a été dit ». Ben, effectivement, c'était sur la question du cardinal Barbarin, et donc ça venait interroger la non-dénonciation de crime. Cardinal Barbarin qui avait été condamné en première instance, relaxé en seconde, grâce à la prescription, mais avec des faits qui avaient bien été caractérisés cette fois par la justice, mais la prescription a sauvé le cardinal Barbarin qui continue a priori son chemin. Important, pourquoi aussi? Parce que tout simplement, une fois de plus, ce sont des victimes, des survivantes, des survivants, et là particulièrement d'ailleurs des hommes, ce qui est assez rare, c'est-à-dire je vous le disais, ce sont des violences sexuelles dans l'église. 90% des victimes sont des garçons. Et donc ça veut dire que c'est quand même... on voit bien que c'est à contre-courant de ce qui se passe ailleurs. Et leur action a permis effectivement la mise en place, a contraint l'Église de mettre en place la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Je dis a contraint l'Église parce que d'une certaine manière, il n'y a pas trop le choix que de proposer une solution de sortie de cette histoire-là. Et donc, il y a eu la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. On se dit que c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on voit, on est très ethnocentré en France, on aime bien se dire « ah ouais, c'est dingue, on a pu avancer, c'est génial ». Je vais revenir sur ce qu'a dit les rapports Sauvé. Il faut savoir qu'en Belgique, notamment, j'y étais il n'y a pas si longtemps, c'est en 2010 qu'il y a eu une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui s'est mise en place. Et c'est pas l'Église en fait qui l'a nommé, c'est l'État lui-même. C'est l'État qui a demandé, et comme là l'Église n'a pas tenu ses engagements, il y a une commission d'enquête avec un pouvoir de juger, puisque l'Église a eu le cynisme de dire que le viol, la victime, c'est 5 600 €, ça n'a pas convenu au gouvernement belge, et le gouvernement belge a décidé effectivement de poursuivre cette fois de manière drastique les pédocriminels qu'il y avait encore au niveau de l'Église et de pouvoir apporter une vraie réparation au niveau des victimes. Donc vous dire quand même qu'en France, on était donc en 2018, c'est bien, il y a quelque chose qui s'est mis en place. C'est pas l'État qui l'a mis en place, moi je préfère quand même insister là-dessus, alors que ça aurait pu être l'État, c'est ce qui s'est passé quand même ailleurs. Et donc ce rapport, il y a un rapport qui a été remis en 2021, et ce qui me semble important effectivement, c'est de revenir quand même très rapidement, pareil, sur des chiffres, voilà, merci. Ce rapport, on l'oublie bien souvent. Moi, je l'oublie un peu moins forcément parce que je vis avec un peu quotidiennement. Et c'est surtout très difficile. Vous savez, quand vous êtes un parmi 330 000, vous êtes une fois de plus déshumanisé. 330 000 victimes en 70 ans, c'est 13 enfants par jour. Vous avez eu dans ce pays, et vous continuez à avoir, peut-être moins, mais quand même, parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe aujourd'hui, 13 enfants par jour qui ont été victimes de pédocriminalité. C'est ce qu'annonce effectivement le rapport Sauvé. D'accord ? 90% des faits sont prescrits. On a eu une reconnaissance systémique de l'Église, ce qui n'est pas rien. Mais il y a quelque chose qui a été complètement évacué, c'est aussi la reconnaissance, une responsabilité systémique d'une classe sociale, notamment quand on est plutôt d'un niveau aisé, c'est le rapport Sauvé qui l'a démontré, a couvert énormément de faits, parce que vous avez notamment, on pense notamment aux écoles privées sous contrat, où il y a eu 23% de ces faits qui ont été commis dans des écoles privées sous contrat, et c'est un peu un rituel de passage d'avoir son enfant qui passe dans une bonne école, et donc se dire, évidemment, il se passe des choses pas bien dans cette école, c'est éventuellement un risque de sortir un peu de cette classe sociale, et donc le risque bien souvent n'était pas pris, et je vais revenir là-dessus, sur ce que dit après la Civis, justement, sur la manière dont on va réagir socialement. Et c'est dans ce cadre-là, vous voyez, qu'on est arrivé petit à petit, dans un premier temps, à la commission, qui devait être la commission Guigou, qui a été assez courte, si je peux dire les choses comme ça, et pour cause, puisque Elisabeth Guigou est nommée le 10 décembre, voilà, c'est ça, 2020. Elle devait prendre effectivement la tête d'une commission inceste, et puis très rapidement, parce que vous avez après le livre de Camille Kouchner, donc La Familia Grande, et la proximité entre Elisabeth Guigou et Olivier Duhamel qui vient interroger un peu. Et puis surtout, vous avez derrière un mouvement unique qui s'est appelé donc le MeToo Inceste, unique en France, mais qui en a impulsé d'autres en fait à travers le monde, avec 80 000 témoignages sur Twitter en 4 jours. Et qui a contraint d'une certaine manière aussi, là, une fois de plus, à ce qu'il y ait des prises de parole politiques, et une prise de parole politique historique, quoi qu'on en dise, c'est celle du président de la République que je souhaiterais aussi partager avec vous, pour bien comprendre justement là où on en est et quels sont les objectifs que le président a fixés, avec deux choses. Alors je vais venir faire le copier-coller, j'arrive, j'en ai pour 2 secondes maintenant que j'ai compris la manip.
En fait, il y a deux choses. Le président a annoncé, alors c'est pas là dans ce discours-là, il a annoncé un changement au niveau de la loi, important de le dire, en 2021, quoi qu'on en dise, il y a eu quand même des avancées, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un seuil d'âge de non-consentement. À 15 ans et 18 ans en cas d'inceste, c'est-à-dire jusqu'à présent, on pouvait demander, jusqu'alors on pouvait demander, et je pense qu'on peut encore malheureusement par moment demander à un enfant si il a été consentant à une relation sexuelle avec un adulte, et notamment avec son père, son oncle, son cousin ou quoi, etc. Et ça, c'est plus possible d'une certaine manière, donc c'est une vraie avancée. Et puis le président de la République a annoncé aussi quelque chose qui est essentiel. À mon sens, il y a eu quand même cette mise en place d'une commission. Alors pourquoi c'est essentiel, on va revenir dessus, même s'il y a des critiques qui peuvent être formulées dessus, bien entendu. Mais tout simplement, c'est de se dire qu'on a besoin d'un tiers pour pouvoir avancer cette question-là, parce que culturellement, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Et c'est pour ça que je me permettais de commencer, moi, par des chiffres qui sont toujours importants quand même à rappeler. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voulez que je vienne sur le... C'est rapide, hein ? J'arrive. 2 secondes. Vous boycottez Emmanuel Macron ici, c'est ça ? Peut-être. Mais il a le bras long, ce monsieur. C'est bon, c'est là. Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Sur les réseaux sociaux, dans les livres, les journaux. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose. Il explose grâce au courage. Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire. Puis ces derniers jours, le courage de milliers d'autres, témoignant de leur vie brisée dans le sanctuaire de leur chambre d'enfant, de leurs enfances volées lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Ils ont toujours leur part d'intime, irréductible. Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Ne jamais nous habituer, ne jamais accepter. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants, en sachant les écouter, en saisissant chaque signe, parfois en allant chercher ces signes, ces paroles, en demandant aux enfants à l'école, à l'hôpital, en rendant possible chaque parole, car tout ce qui semble anormal doit pouvoir être dit. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte, aujourd'hui, change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Voilà, alors c'était important, pourquoi ? Parce que tout simplement, on vous croit, notamment sur la fin du discours, c'est exactement ce à quoi la Civis est venue répondre. C'est-à-dire qu'on est parti, et je vais revenir dessus, donc c'est sur les slides. C'est ça. Même, on peut aller même sur la slide d'après, voilà, très bien. La Civis, en fait, est venue rappeler, est partie de ça, je vais y arriver, c'est-à-dire est partie en fait des témoignages de victimes. Le président le dit d'ailleurs dans son allocution, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on vienne recueillir en fait un certain nombre de témoignages, et ça a été notre première vocation. Très rapidement, vous voyez, je vous disais la semaine dernière auprès de magistrats, d'avocats, etc., la question des fois de se dire mais est-ce que juridiquement, etc., nous c'était pas notre problème en fait. C'était pas surtout, au-delà de notre problème, c'était pas notre mission. La mission qui était confiée, elle est là, au niveau de la Civis. C'était de permettre à des adultes victimes, enfants, enfin dans leur enfance, ainsi qu'à leurs proches de témoigner, ça c'est important. Et donc c'est la première mission au niveau de la Civis, c'est-à-dire que c'est pour ça en fait, c'est important quand même de se rappeler quelle est l'aide de mission d'une commission comme celle-là.
Et donc c'est pour ce faire qu'on a mis en place différents numéros d'écoute sur lesquels je vais revenir quand même de manière très rapide. Et puis c'était de proposer aussi un accompagnement, une orientation quand on le pouvait. Et là très rapidement d'ailleurs on a été confrontés sur certains territoires notamment, soit à peu, voire pas du tout, enfin aucun lieu pour pouvoir accompagner effectivement les victimes, ce qui directement nous a nous-mêmes alertés, et ce sur quoi effectivement je vais revenir. Très bien. Pourquoi effectivement on avait cette mission? Et ben, notre objectif c'était de faire connaître l'ampleur, d'accord, connaître et faire connaître l'ampleur effectivement des violences sur les enfants, et donc forcément la question de la sensibilisation. Et c'est pour ça en fait qu'on est quand même pas mal passé aussi sur les médias, etc., parce que ça passait par là, inévitablement. On sait très bien comment ça passe, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Allez-y. Et forcément, l'un des objectifs d'une éternelle, une commission de plus, c'est de faire des recommandations, des préconisations. On en a fait donc 82 sur laquelle je vais revenir. La question qui a été posée, donc c'est notre premier chapitre, c'est la question de la prévention qui a été posée, qui est quelque chose qui est essentiel. Mieux protéger et accompagner les victimes, enfants et adultes bien évidemment. Et la question des agresseurs qui est rappelée dans l'allocution présidentielle, mieux sanctionner les agresseurs et améliorer leur prise en charge. D'accord ? Ça c'était vraiment le contour de notre mission globale, mais encore une fois qui partait du déclaratif, c'est-à-dire que nous, ce qui nous a semblé important, c'est effectivement, merci, c'était de partir effectivement du témoignage de victimes, d'accord? Donc je vais revenir après donc, sur le nombre, hein, je vous l'ai déjà dit, 30 000, et je vais revenir dessus, parce que c'est ça qui me semble le plus important. Pour ce faire, on a utilisé différents moyens. On a fait un premier témoignage qui était tout public, tout simplement parce que fallait que ce soit accessible à toutes et tous. Après, très rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'appuie sur les institutions. Important, là aussi, de le partager ici, c'est que nous n'avons pas de mission d'enquête. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de pouvoir de contraindre, par exemple, certaines institutions, certains ministères, de relayer l'appel à témoignage ou de nous donner certains chiffres. Donc tout a été fait, on va dire, dans le dialogue, et très bien, globalement c'était bien, mais c'est-à-dire que c'est une limite en tant que telle, moi je le dis de manière très claire au niveau de la Civis, c'est-à-dire que le mieux, si je peux dire les choses comme ça, aurait été d'avoir un peu de contraintes pour avoir des chiffres qui nous remontent, et on voit bien avec certains, on a eu un peu de mal d'ailleurs, et on attend toujours même les chiffres. Mais en tout cas, voilà, c'est important quand même de le rappeler. Et donc c'est ce qui a fait quand même qu'on a été dans cette démarche qui nous a pris quand même un peu de temps, on va pas se mentir. Et puis on a très rapidement, après les premiers appels à témoignages, fait un appel spécifique au niveau de la précarité. Pourquoi ? Puisque une donnée fondamentale qu'on a eue, c'est qu'on s'est rendu compte que 70% des personnes qui nous ont contactés, qui ont témoigné, ont fait état d'un parcours de précarité. Soit parce qu'elles ont été à la rue, soit parce qu'elles ont dû fuir, certaines ont dû partir dans un pays étranger, etc. etc. Et ça, pour nous, c'était important, et de se dire, mais tiens, finalement, comment est-ce qu'on va toucher aujourd'hui les plus précaires ? Et là, c'est pareil, on a fait une convention avec notamment la Fédération des acteurs de la solidarité, Emmaüs, l'Armée du Salut. On aurait pu en avoir bien d'autres, mais faute de temps, forcément, parce qu'il y a toujours la montre qu'on regardait quand même, et on a été au plus simple. Et bien entendu, si on avait eu un peu plus de temps ou un peu plus de moyens en fait de contraindre, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus s'aventurer sur le territoire. Néanmoins, cette donnée pour nous, elle était fondamentale, de faire le lien entre avoir été victime et le regard qu'on peut avoir aussi aujourd'hui sur la précarité, peut-être un autre regard sur le logement, sur le mal logement, avec des personnes qui sont incapables encore aujourd'hui de vivre dans un logement parce que enfants, elles ont été victimes dans l'endroit qui devait les sécuriser le plus, à savoir leur maison, leur chambre, etc. Et ça, c'était important de le renvoyer de cette manière-là. On a eu du mal à avoir quand même des retours, notamment de personnes qui faisaient des maraudes, etc. Parce que la priorité des personnes à la rue, c'est pas forcément, d'une certaine manière, d'aller se confier sur leur parcours ou autre, parce que bien souvent, c'est encore une fois un régime de survie. Néanmoins, pour nous, c'était la moindre des choses qu'être en capacité de déployer nos forces de ce côté-là. On a fait un premier avis au niveau de la Civis qui était essentiel. On a souhaité effectivement faire plusieurs avis. C'était des avis pourquoi ? Pardon, je vais reprendre mon truc. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait absolument créer une dynamique. C'est-à-dire que plus on allait faire d'avis, plus on allait communiquer en même temps sur le fait que vous pouvez témoigner. Et donc on allait faire vivre la Civis telle qu'on le souhaitait. Je pense qu'on a entendu un peu parler de nous, peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'on a communiqué un peu pour être en capacité, encore une fois, au regard des moyens qu'on avait, de recueillir un maximum de témoignages et donc d'avoir cette légitimité. Très rapidement, après l'ouverture, après la mise en place de la commission, on a été assaillis de témoignages de mères protectrices, c'est-à-dire de mères
qui souhaitaient protéger leur enfant et qui se retrouvaient notamment confrontés dans le cadre de non-représentation d'enfants à une condamnation par la justice, alors même que l'affaire est en cours pour savoir si l'enfant est victime, etc. Mais parce qu'elles avaient été alertées sur des paroles d'enfants, et donc elles trouvaient normal de devoir protéger leur enfant pour éviter de leur mettre éventuellement à un père incestueux. Ça, c'est important, et encore une fois, nous, si on l'a fait, c'est pas parce que certains magistrats m'ont dit oui, mais dans le dossier, des fois, c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est pas le dossier, encore une fois. Nous, la commande, c'est libérer votre parole. Nous, notre objectif, c'était recevez-la, et on l'a reçu, et on s'est dit au bout d'un moment, quand vous avez par exemple des milliers de témoignages comme cela, il y a un sujet. Après, de savoir qu'il y a une singularité de chaque affaire, c'est indéniable. Mais quoi qu'il en soit, il y a un sujet, et il y a un sujet qui vise quand même à nous interroger sur la manière dont on vient protéger un enfant au regard effectivement des révélations qui sont faites, et on a eu différentes situations quand même qui nous ont un peu alertés. Alors je l'ai mis moi, je ne vais pas dire qu'Edouard Durand n'aimerait pas, mais moi je le mets systématiquement là-dessus, et vous comprendrez pourquoi, avec un slash, l'absence de condamnation ou le peu de condamnation, tout du moins moi je m'absence parce que forcément c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais le très peu de condamnation qu'on a pu avoir de personnes effectivement non condamnées donc pour des faits de non-dénonciation de crime. D'accord ? C'est-à-dire d'un côté, en fait, quand une mère veut protéger, le risque qu'elle prend, c'est d'être condamnée pour non-représentation d'enfant. Et de l'autre côté, quand une mère ne dénonce pas, par exemple, ou quelqu'un de la famille, il est très peu inquiété pour non-dénonciation de crime. Et ça, c'est un vrai sujet en fait de fond. Alors il y a différentes choses qui peuvent l'expliquer, mais sur lesquelles je reviendrai. Pardon. J'ai l'impression que c'est juste avec mes yeux que ça va. N'importe quoi. Alors, je vous le disais, donc important pour nous, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, c'est que, vous voyez, on a reçu donc 30 000 témoignages. 30 000 témoignages, c'est pas rien, on aurait pu peut-être en avoir beaucoup plus, mais quand même, ça veut dire que la Ciivise, c'est le premier élément à jouer, à mon sens, a été un fait social, au sens où on a pu recueillir un certain nombre de témoignages qui ne sont pas négligeables. Et surtout, au niveau de ces témoignages, on s'est rendu compte qu'on avait joué un rôle de soutien social inconditionnel. Le soutien social inconditionnel, ça se manifeste comment ? C'est que vous avez certaines victimes qui ont dit « j'ai attendu toute ma vie ce moment-là, où j'allais enfin être cru, entendu, et d'une certaine manière protégé au regard de ce qu'on a pu dire aux personnes. » D'accord ? C'est important, pourquoi ? Puisque les 30 000 témoignages nous ont enseigné plusieurs choses. On s'est rendu compte qu'au niveau du soutien social, seuls 8% des victimes ont bénéficié enfant de ce qu'on appelle un soutien social positif. Un soutien social positif, c'est quoi ? C'est quand on dit à un enfant « je te crois, je te protège ». 8%. Je te protège, ça veut dire que, vu la gravité des faits, je vais à la gendarmerie nationale ou dans un commissariat de police pour déposer plainte, etc., quelle que soit l'issue. Classement sans suite ou autre. Le fait qu'un adulte de référence et l'intention de protéger l'enfant, ne serait-ce que cette intention, quelle que soit l'issue, j'insiste là-dessus, on s'est rendu compte que ça avait des conséquences sur la santé des enfants et des adultes. Ça semble évident de le dire comme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 62% des personnes qui ont bénéficié d'un soutien social positif, donc uniquement des 8%, ont déclaré n'avoir aucun problème, ni psychique, ni physique. Rien. Du moins, c'est ce qu'elles disaient. Après, il y a peut-être des trucs, etc., mais rien qu'elles associent directement, d'une certaine manière, à ça. Important. Et après, on se dit que 92% restants, ce qui est quand même un peu inquiétant, mais c'est ce sur quoi on a beaucoup d'optimisme, parce qu'on va avancer, bien évidemment, pour passer de 92 à 80, etc., c'est ce qu'il faut se dire, ont bénéficié d'un soutien social négatif. Dans la très grande majorité des cas, on a dit aux enfants, à peu près dans 90-95% des cas, donc des 92%, on a dit aux enfants « je te crois, mais je ne te protège pas ». Alors on leur a pas dit comme ça, bien évidemment. On leur a dit « tu comprends, ça peut faire exploser la famille. Tu comprends, ton père, il est aussi sympa, ou ton cousin, etc. etc. » Ou on a pu leur dire, notamment pour les filles, « tu comprends, quelque part, tu étais peut-être consentante, tu l'as peut-être cherché parce que ta jupe était trop courte, etc. etc. » Et dans les 5% restants, on a dit aux enfants « tu es un menteur, tu es une menteuse ». Et là, on s'est rendu compte dans les témoignages que plus de 90% de ces enfants
eu un passage à l'acte délinquant, etc. Et je vais juste en profiter, avant de revenir sur l'exploitation, mais pour partager avec vous une expérience que j'ai vécue récemment en Guyane, parce que j'ai mis en place une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, où il faudra qu'on prenne une date d'ailleurs à Guéret avant de partir, si je peux dire ça comme ça, qui se déplace dans 45 villes. J'étais à Cayenne. Et le week-end, je me suis dit, je vais faire mon tourisme, comme j'ai pas été en Guyane pour rien. J'étais à Cacao, qui est un peu dans les RPI guyanais, qui est très sympa. Et forcément, vu que je suis un acteur de la protection de l'enfance, on m'a dit, bah attends, si tu vas là-bas, tu vas voir, il y a un CER, donc un centre éducatif renforcé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je passe des week-ends sympas, donc je vais visiter un CER, c'est un peu ça. Mais en pirogue, sympa. Pirogue, caïman, tortue, machin, vraiment, ça mérite. Je suis accueilli par 4 jeunes. 4 jeunes assez... qui bougent, quoi. Forcément, ils sont en CER, donc on a un peu de mal à les garder, apparemment, au niveau de la société, donc faut qu'on les enferme un peu, même si c'est pas directement un lieu d'enfermement. Et puis, très rapidement, donc ce sont les jeunes qui me font la visite, etc., et arrive le temps du repas. Le temps du repas, on me dit, pourquoi t'es là? Donc je leur explique que j'ai été victime enfant, et là, très rapidement, des blagues un peu graveleuses, qui me font dire que finalement, c'est inclusif, quoi, tout ça, on sait bien comment est la société sur ces questions-là. Donc c'est la savonnette, etc. Il y a des trucs qu'on connaît facilement. Et puis très rapidement, il y a un silence. Et à un moment donné, le jeune qui était, on va dire, le plus dominant du groupe, celui qui venait de Martinique, qui avait tout fait exploser en Martinique, qui avait tout fait exploser en Guadeloupe, qui arrivait en Guyane parce que le magistrat cherchait au maximum à effectivement trouver des solutions, s'arrête et dit devant tout le monde, pourquoi tu parles de mon histoire? Jeune de 16 ans. Jeune de 16 ans qui avait donc tout fait exploser. Jeune de 16 ans qui ne voulait plus rentrer chez lui. Jeune de 16 ans qui, dehors, faisait tout exploser. Jeune de 16 ans qui a été victime par son père enfant qui l'a dit à sa mère qu'il ne l'a pas protégé. Jeune de 16 ans qui se retrouve dans un centre éducatif renforcé. Et jeune de 16 ans avec lequel je suis toujours un peu en lien aujourd'hui par le biais des psys, qui est passé en fait d'un jeune délinquant à un jeune très dépressif parce qu'il a pris conscience qu'il était victime et surtout on lui a dit la gravité des faits. Et on l'a enfin reconnu dans ce statut-là. Jeune de 16 ans qui, j'en sais rien, va peut-être récidiver, j'en sais absolument rien sur quoi, mais ce que je sais, c'est que sa parole a été entendue et protégée, et que le travail a été fait avec la justice, le magistrat, je me suis mis en lien avec la psy, etc. derrière. Voilà, je partage ça parce que quel regard est-ce qu'on porte des fois même sur les jeunes délinquants dans la société, là où d'une certaine manière, ce sont bien ceux, au regard de ce qu'on connaît de l'ordonnance 45, sont les jeunes les plus en danger. Et qu'on évite de regarder d'une certaine manière comme ça parce qu'ils nous dérangent quand même beaucoup, il faut quand même le dire. Je reviens quand même sur les chiffres du soutien social négatif. Ce qu'on a appris également, quand on a dit à un enfant « je te crois, je ne te protège pas » ou, encore une fois, « je ne te crois pas et donc forcément je ne te protège pas », les conséquences sur la santé sont assez importantes. 40% des personnes ont dit avoir une addiction. Une personne sur 2 a déclaré avoir fait une tentative de suicide. Une personne sur 2 a dit avoir des troubles alimentaires, anorexie, boulimie. 40% des femmes ont dit avoir des troubles gynéco. Et on pourrait multiplier en fait tout ça. Et nous on s'est dit, il faut absolument, je l'ai mis de manière assez simple, sortir du huis clos, mais qu'on pense effectivement ces questions, notamment d'inceste, de violence sexuelle, en dehors de la famille, où on cherche sans cesse à ramener ça à une singularité, pour se dire à un moment donné que c'est bien quelque chose qui est de l'ordre du collectif, qui doit se traiter en matière de santé publique et plus largement en termes de politique publique. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, pour nous au niveau de la Civis et tout l'enjeu des témoignages qu'on a recueillis et tout ce qu'on doit, d'une certaine manière, aussi aux 30 000 personnes qui sont venues à notre rencontre et qui ont témoigné pour qu'on puisse retenir quelque chose. J'arrêterai là-dessus juste pour dire ce que j'ai pas mis sur la slide et je vais vous présenter donc quelques préconisations. 75% des témoignages reçus, les faits sont prescrits, 75%. Ce qui nous a amené, pour nous aussi, à faire une préconisation, d'ailleurs, vous pouvez passer, par exemple, si vous voulez, sur la slide d'après. Ah oui, j'en ai d'autres, mais bon. J'ai effectivement listé, alors peut-être avant de revenir là-dessus, effectivement, les différentes conséquences psychotraumatiques, mais attendez, je regarde l'heure en même temps. Je vous arrêterai. Parce que je suis un peu bavard. Enfin, attendez, je m'étais quand même engouffré dans la prescriptibilité, effectivement, donc 70%, rappelez-vous, au niveau de l'Église, on avait parlé de 90%, au niveau de la SIAS, tout du moins, et donc c'est ce qui nous a amené, au regard aussi de ce qui se passe dans d'autres pays, à faire une préconisation autour de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Pourquoi ? Parce que, au-delà des conséquences psychotraumatiques, qui sont multiples,
sur la santé physique, psychique, sur les études, le travail, la vie familiale, qui mettent les personnes dans des situations de survie, qui font que les personnes, des fois, aller déposer plainte, c'est pas la priorité. Et notamment quand vous avez été, comme dans 40% des cas, victime et que vous avez une amnésie traumatique. Vous savez, l'amnésie traumatique, on en parle quand même beaucoup, je vais le redire ici, c'est quand le cerveau, d'une certaine manière, confronté, mais je pense que Jean-Marc Benkem n'en parlerait mieux que moi, il faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est quand le cerveau se met en veille parce qu'il est confronté à une situation de violence extrême. On l'a beaucoup d'ailleurs dans les pays qui sont en guerre, c'est sourcé, etc. C'est sourcé également au niveau des victimes de violences sexuelles dans leur enfance, et pas que. Mais on a du mal, effectivement, à le faire appliquer d'une certaine manière. Or, 40% des victimes, enfants, ont une amnésie traumatique, qu'elle soit partielle ou totale. Et d'ailleurs, au passage, je peux dire ça comme ça, moi-même, j'ai fait une amnésie traumatique partielle avec le grand-oncle qui m'a violé, c'est-à-dire que, pour être très clair, mon cerveau a retenu uniquement quelque chose qui était de l'ordre pour moi d'assez confusionnant, où j'avais l'impression d'avoir été consentant, voilà, pour dire quelque chose comme ça, ce qui a eu un impact même sur ma vie sexuelle, tout simplement, ou même ma vie amoureuse, en me disant simplement, bah non, c'est pas possible, je suis pas hétérosexuel, je suis plutôt homosexuel, enfin, il y a un truc que je comprenais pas, de la manière dont les choses s'étaient passées, qui a eu forcément d'autres impacts, notamment dont on parlait tout à l'heure, voilà, moi, comme 40% des personnes, les addictions, si j'ose dire, je connais, voilà, c'est un peu ça. Je le mets bien au présent parce que j'en suis pas encore totalement sorti. Et puis ça a un impact, effectivement, ça a un impact un peu partout. Et pour toutes ces raisons-là, et pour ce qui a été prouvé aussi avec d'autres pays qui l'ont mis en œuvre, comme la Belgique, comme l'Angleterre, etc., et qui ont surtout prouvé que ça a permis au niveau de l'imprescriptibilité d'améliorer les techniques d'enquête, parce qu'on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de faire des lois uniquement comme ça, il s'agit de faire des lois avec des moyens qui sont accompagnés de moyens et qui peuvent permettre effectivement de rendre justice. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, au regard des témoignages, au regard des auditions qu'on a pu faire, il était important d'avoir parmi les préconisations celle autour de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. C'est l'une d'entre elles qui a été mise en avant, parce que forcément, c'est la fameuse question qui s'invite souvent sur les débats, sauf que pour nous, elle fait partie d'un package. On a dit que la Civise, tel que ça a été pensé, même s'il y a des choses qui peuvent être revues effectivement dans sa manière de fonctionner, c'est pour ça qu'on appelle à un tome 2, si j'ose dire, c'était une doctrine, c'est-à-dire qu'on ne prend pas uniquement une recommandation et puis on se dit les autres, bon, on verra plus tard. Non, on applique l'ensemble en fait. Si on veut un changement, on regarde les chiffres que je vous ai présentés au début de mon intervention, eh bien, il faut au bout d'un moment qu'il y ait une volonté politique de changer. Cette volonté politique, elle doit s'accompagner avec un pacte d'une certaine manière et surtout avec un plan Marshall pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est ce plan Marshall que nous avons présenté à travers 82 recommandations. Je vous demande, voilà. 82 recommandations, on a parlé effectivement donc du repérage, du traitement judiciaire, de la réparation incluant le soin, de la prévention. Ce sont des recommandations, c'est une aventure, on s'est retrouvés autour de la table avec des personnes sur lesquelles on n'était pas forcément toutes et tous d'accord, néanmoins les 82 recommandations, c'est un consensus de l'ensemble. Alors je vais peut-être... Allez-y, je vais... Alors, je m'arrête quand même sur quelques-unes qui me semblaient importantes. Ici, je ne vais pas encore une fois tout vous les dire, j'en ai pris 5. La première qui semble essentielle, effectivement, c'est la question du repérage. D'accord ? Bien évidemment, pour nous, la question de repérer et être en capacité donc d'accompagner les enfants, etc. Et donc de faire de la prévention également, c'est quelque chose d'essentiel. Et on s'est rendu compte très rapidement aussi, avec les témoignages de professionnels, notamment d'institutions que nous recueillons, que beaucoup étaient démunis. Pourquoi ? Parce que dans la formation initiale, il n'y a pas forcément les outils qui sont donnés, les personnes ne savent pas quels sont les outils justement qui sont certifiés, enfin bref, toutes ces questions. Et nous, on s'est dit, c'est un devoir en fait, on ne peut pas se dire simplement on est Civise, on intervient, et puis attendez, on va attendre la fin, le 20 novembre 2023 pour vous donner des éléments. Donc, on a créé, vous pouvez le télécharger, le 22 novembre 2022, un livret de formation qui s'appelle Mélissa et les autres, qui était d'ailleurs discuté là en comité interministériel pas plus tard qu'hier avec Édouard Durand et Nathalie Mathieu, et que vous pouvez donc télécharger pour pouvoir doter les professionnels quand même de certains éléments avec des questions, notamment parce qu'on parle nous du questionnement systématique, etc. Donc des pistes qui vous sont données. Et puis l'idée, vous le verrez après ce comité interministériel, théoriquement on va partir sur un plan de formation là-dessus. Nous, de nos voeux, on souhaitait
que ce soit un plan de formation un peu obligatoire pour tous les professionnels qui sont auprès des enfants. On sait bien qu'après ce sont des questions de moyens, donc on verra bien effectivement comment ça se transforme, quels sont les moyens qui seront alloués à l'ensemble. On n'a pas d'informations pour le moment là-dessus, mais en tout cas c'est important de partager cette première préconisation qui est essentielle. Deuxième préconisation que je voulais partager avec vous, c'était créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels. Ça c'est plus ou moins repris aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler du 119 Pro. On s'est rendu compte que beaucoup de professionnels qui souhaitaient par moment signaler les faits, faire une information préoccupante ou autre, étaient confrontés des fois à la hiérarchie. Est-ce que je peux le faire, pas le faire, etc. Ou même c'était difficile, comment je vais écrire. Et puis on ne sait pas trop, vu qu'il y a des enjeux avec le supérieur hiérarchique ou des collègues, etc. C'était hyper compliqué. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un espace neutre qui permet aussi à un moment donné de à chacun de prendre ce recul-là et d'être accompagné avec des professionnels qui sont neutres dans cette question. On a associé cette préconisation avec quelque chose qui nous semble fondamental et que je vais partager ici avec vous, et on l'a demandé pour tous les professionnels auprès des enfants. On a demandé qu'il y ait un soutien psychologique qui soit apporté aux personnes qui recueillent la parole des enfants ou qui sont confrontés, et je pense notamment aux collègues de la gendarmerie et de la police nationale, qui sont confrontés à des images des fois terribles, donc de cyberpédocriminalité. Je rappelle quand même juste ici que la France est le 4e pays au monde hébergeur de contenu cyberpédocriminel. Je rappelle aussi ici, parce qu'on se dit toujours cyberpédocriminalité, ça veut dire c'est Philippines, tout ça, etc. Oui, c'est vrai, des fois, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle, là aussi, vous voyez, on aime bien mettre des mots comme ça, du tourisme sexuel, mais pas que. 90% de ces contenus, c'est de l'inceste. 90% en fait de la cyberpédocriminalité en Europe, et en France particulièrement, c'est le père qui se filme avec sa fille, ou c'est l'oncle qui se filme, ou c'est le cousin, etc. etc. C'est une réalité, réalité dure. Mais c'est une réalité. Et on essaye en fait de se rassurer en disant non, c'est ailleurs, ou on va, je sais pas, encore une fois aux Philippines ou dans d'autres pays. Croyez-moi, pour discuter bien souvent avec les services de police compétents en la matière, des interventions en France, voire dans les dom-toms, il y en a quelques-unes. Et donc ça se passe bien chez nous, et ce sont bien effectivement de vrais visages de chez nous, si je peux dire ça comme ça, et monsieur et madame tout le monde, d'une certaine manière. Souvent monsieur d'ailleurs. Et là on s'est rendu compte que, notamment, les forces de l'ordre, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de préconisations qui concernent les forces de l'ordre, pas parce que les forces de l'ordre ne font pas un travail remarquable, mais parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de moyens. On le remettra effectivement sur la slide, me semble-t-il, d'après, vous pouvez y aller, voilà. Et surtout, il n'y a pas forcément de soutien psychologique. Nous, on a visité notamment des services avec des agents de police qui, toute la journée, regardent des images atroces, qui rentrent chez elles le soir. En fait, c'est leur travail, quoi. Et on se dit, en fait, comment est-ce qu'on veut dans ce pays, d'une certaine manière, ne pas banaliser quand on dit ça aux gens. Et donc, forcément, on a élargi cette réflexion. On a mis notamment les forces de police, bien évidemment, mais on pense bien évidemment aux psy, on pense aux travailleurs sociaux, etc., etc., en se disant que, forcément, tout le monde, en fait, on n'est pas indemne, en fait, quand on vient, au bout d'un moment, quand on recueille cette parole-là. Donc voilà, bon bref, on a demandé donc des moyens en plus qui va dans le... Voilà, je vais passer par la préconisation après, parce que du coup j'ai avancé sur le PowerPoint. On a demandé, là aussi de manière très large, des soins spécialisés, notamment pour les enfants en psychotrauma, d'accord ? Ça c'est quelque chose qui nous semblait essentiel, c'est assez large, peut-être que Jean-Marc Benkemoun en parlera tout à l'heure. Mais on s'est rendu compte surtout qu'il y avait très peu de professionnels qui étaient formés, ou qu'il y avait tout simplement des fois très peu de possibilités d'aller consulter sur certains territoires, et même sur beaucoup, quasiment sur tous, des professionnels formés et capables donc d'accompagner des victimes de pédocriminalité. Et enfin, pardon, la dernière que j'ai prise, parce que je me suis dit, on ne peut pas dire qu'on est que dans le sombre ou quoi que ce soit, on avait demandé aussi, et on l'a demandé, et a priori on l'a eu, mais vous voyez, cette partie d'un tout, c'est peut-être ce qui coûte le moins cher, donc c'est pour ça que je vais le dire ici avec un peu d'humour, une campagne, effectivement, chaque année sur les violences sexuelles. Et ce qui est intéressant, vous voyez, cette campagne, elle a eu lieu, c'est important de le rappeler ici, il faut faire le 119, mais ce qui me semble très intéressant, je vais le partager ici quand même avec vous, et là je vais sortir un peu, vous voyez, de ma casquette, je vais reprendre un peu mes casquettes associatives, nous enfants, prévenir et protéger. Nous, on a alerté quand même sur le fait que, d'une certaine manière, les enfants ont parlé, bien souvent, et on n'a pas été capable de les protéger. Quand vous regardez cette campagne, on est face à une petite fille, si vous avez vu le spot, une petite fille qui a un secret. En réalité, ce que font d'autres pays, comme la Belgique, comme le Canada, etc., ils vous écrivent noir sur blanc, vous devez protéger les enfants. Le message n'est pas le même, en fait. De se dire, d'un côté, en fait, la petite fille, elle a un secret,
Qu'est-ce qu'on fait reposer en fait sur les épaules de cet enfant-là? Là où d'une certaine manière, c'est nous adultes, vous ici en face de moi, qui avons cette responsabilité. Et je pense que ça c'est important, et vous voyez, ça vient dire ni plus ni moins que malgré tout ce qui a été dit, eh ben on n'en est pas encore là, y compris à travers ce spot, même si c'est important, je le rappelle, de faire le 119, ça serait important d'aller vers le 119 Pro, même si on pourra toujours dire qu'il y a un manque de moyens, parce qu'on aime bien forcément le rappeler, et c'est vrai que c'est important qu'ils en aient. Je dis juste simplement que d'autres pays disent par exemple aussi sur des campagnes de pub, vous n'avez pas le droit de violer les enfants, vous n'avez pas le droit de les taper, etc. C'est très dur, hein. Mais c'est une réalité, voilà. Nous, on aime bien biaiser le truc en se disant l'enfant a un secret, il faut qu'on arrive, etc. Il faut que l'enfant soit en capacité de révéler. Voilà. Et je pense que nous, on est vigilants. Moi, mon histoire, d'ailleurs, c'est un peu celle-là. Tous les voyants étaient plus qu'écarlates pour se dire qu'il y avait un gros problème. Et finalement, systématiquement, vous voyez, je faisais de l'énurésie jusqu'à l'âge de 12 ans, donc pipi au lit. Le médecin s'est limité à se dire faut la méthode pipi stop. Il s'est pas dit tiens, il y a des causalités effectivement qui sont en lien avec l'énurésie, etc. L'école pareil, l'école ça a été donc c'est voie de garage. Forcément je suis un mec, donc on m'a mis dans un lycée un bahut technique qui était là où on regroupait toutes les personnes, on ne savait pas trop quoi en faire, etc. Donc il faut absolument qu'on change. Nous devons protéger les enfants et je m'arrêterai là-dessus. Merci Arnaud Gallet. On va pouvoir passer aux questions. Et d'ailleurs, je vais en poser quelques-unes avant. En attendant, ça permettra à quelqu'un peut-être de porter le micro dans la salle pour les questions du public. Arnaud Gallet, à différentes reprises, vous avez dit qu'il était nécessaire de trouver les moyens. Il faudrait les moyens. On a besoin de moyens. Est-ce que dans ce mot, vous pensez essentiellement à des moyens financiers ? Et si oui, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens qui peuvent permettre éventuellement de détecter et d'aller trouver ces 160 000 enfants qu'on a du mal à repérer? Je pense que les moyens, quels qu'ils soient, doivent être appliqués d'un discours et d'une politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a peut-être des fois une manière, et c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs dans notre... c'est vrai que j'en ai pas parlé là, de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a chiffré aujourd'hui ce qu'on a appelé, nous, le coût du déni à 9,7 milliards, en se disant qu'aujourd'hui, l'immobilisme, d'une certaine manière, ou le fait de ne pas prendre en considération toutes ces questions-là, ça a un coût. Et c'est un coût d'autant plus important quand on est enfant que vous êtes victime enfant, vous avez des conséquences enfant, mais forcément, vous grandissez a priori. Et quand vous grandissez, plus en fait vous révélez les choses tardivement, et plus les conséquences psychotraumatiques peuvent être importantes. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça a encore un coût sur la société, notamment au niveau de la santé. Donc on se dit déjà, ces moyens-là on les a, et donc on peut les redéployer autrement. Après, inévitablement, on va pas se mentir, il y a quand même une question d'argent à un moment donné, hein. C'est-à-dire que si on veut changer de cap, on le voit bien, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut aborder cette question sans se dire évidemment il y a une question de valorisation des métiers de l'humain comme on les a appelés, et on voit bien effectivement les crises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui au niveau notamment du travail social, de la protection de l'enfance, etc. Enfin, je veux dire, il y a une question de fond en réalité, c'est de se dire évidemment quelle valeur est-ce qu'on donne au travail, et au-delà du travail, quelle valeur est-ce qu'on apporte, je dirais, la plus-value apportée par ces professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi toute cette question à laquelle les pouvoirs publics doivent répondre. Et nous, c'est ce qu'on a écrit un peu dans le rapport. On est reparti au niveau de la civile, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, de quelque chose de simple et qui nous semblait essentiel en termes de politique publique. En 2016, vous avez eu notamment avec la précédente mandature, donc avec Laurence Rossignol, la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants en protection de l'enfance. Donc vous avez, je pense, entendu parler. On est reparti de là en fait, nous on est reparti des besoins fondamentaux de l'enfant en se disant qu'un enfant victime de violences sexuelles, voilà ce qui lui arrive. Et à partir de là, effectivement, on s'est dit, voilà les conséquences, et donc voilà ce qu'il faudrait mettre en place. Donc oui, moi je pense qu'il y a une nouvelle manière, et on peut le faire, vous voyez, à travers ce que je vous présente, à travers, vous pouvez vous imprégner de travaux de la Civis. Je pense que c'est un enjeu en termes de pratique professionnelle, parce qu'on va se remettre en question sur des choses, voilà. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a dit ça, si on est confronté au bout d'un moment à un problème d'orientation, si on est confronté à des choses qui sont en lien avec des moyens financiers, ça veut dire le nerf de la guerre, je suis désolé de le dire comme ça, il y a quand même une dimension quand même, qui est économique, qui est à prendre en considération, on va pas se mentir, sinon on reste sur un truc en se disant voilà, on est dans le monde de, je vais le dire de cette manière-là, dans le monde de oui, c'est un peu ça, mais je pense que non, je pense qu'il y a besoin forcément de moyens financiers à un moment donné. Enfin, d'un autre côté, je vais le dire comme ça, on a bien su se dire, évidemment, nous sommes en guerre quand il y a eu le Covid ou autre machin, et on a pu débloquer certains moyens. Je pense que là, vu les chiffres, 10% de la population française impactée, si là on n'est pas en guerre, je ne sais pas où on est. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mesdames et messieurs, qui souhaite intervenir, réagir, poser des questions, faites-nous signe et on vous porte le micro. Profitez de la présence d'Arnaud Gallet voilà, pour témoigner peut-être aussi, vous, dans le cadre de vos différentes activités professionnelles ou autres. C'est pas facile, en effet, de prendre la parole devant tout le monde, mais je vais pas la reprendre parce que sinon vous aurez plus de temps après pour vous. Mesdames et messieurs, très bien, on va vous édifier une statue, vous êtes la première. Levez bien la main, qu'on vous porte le micro, et je vais vous demander de vous présenter. Merci. Bonjour, Ursula Deniez, je suis psychologue dans un DITEP et sur un dispositif expérimental d'hébergement de jeunes en situation complexe. DITEP ou ITEP, tout le monde connaît ici ce que c'est? Oui. Vous aussi, Arnaud, vous connaissez? Oui, je connais. D'accord, bon, alors il n'y a que moi. Allez-y. Oui, j'ai une question. Merci déjà pour votre intervention qui était très bien menée, très émouvante aussi, je trouvais. Et ma question, c'est par rapport au fait que bien des enfants victimes alors d'inceste ou d'agression sexuelle plus largement peuvent être menés à reproduire finalement adultes, de se retrouver dans une place cette fois-ci d'auteur. Et du coup, il me semble encore plus important d'enrayer ce cycle infernal parce que quelque part, une victime non reconnue a un risque quand même. Alors je ne sais pas, voilà, comment vous l'avez, si vous l'avez, j'imagine, travaillé sur la Civis et quels chiffres vous avez par rapport à ça. Le fait qu'en fait, oui, des enfants victimes dont on bafoue la parole ou qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, avoir de reconnaissance, vont potentiellement pouvoir se retrouver plus tard auteurs de violences sexuelles, ou bien même la question de la transgénérationnalité, c'est-à-dire le fait que parfois ça saute une génération aussi, les secrets, et voilà, comment tout ça a été travaillé. Alors, merci. Merci de vous lancer. Alors, comment est-ce qu'on l'a traité? On l'a traité déjà en 1, on a pris les chiffres, et les chiffres qu'on a aujourd'hui, on sait que 40% des agresseurs sont des personnes qui ont été victimes. 40% des agresseurs dont on parle sont souvent parmi le tiers des agresseurs qui étaient mineurs au moment des faits. C'est-à-dire que c'est un moment, en fait, bien souvent, de passage à l'acte, comme on l'appelle dans le secteur, si je peux dire ça comme ça, qui vient dire quelque chose de ce qui a pu se passer. Une fois qu'on a dit ça, on s'est intéressé aussi à d'autres choses. On s'est intéressé notamment avec les travaux de démographes, d'anthropologues, à une autre réalité qui est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a le risque de reproduction et surtout on grandit là-dessus. Moi ça me tient particulièrement à cœur, je vais vous dire pourquoi. Encore une fois, je reviens un peu à mon histoire pour répondre. Vous voyez, j'ai été donc victime dans l'église, moi j'ai été complètement abasourdi par les chiffres, etc. Ça m'a déshumanisé, comme je l'ai fait, je pense, depuis tout petit. Je me suis dit, il faut absolument que je sois humanisé de ce truc-là, c'est pas possible. Je cherchais à comprendre. Et j'ai rencontré énormément de victimes de pédocriminalité, des fois des personnes qui ont 70, 75, 80, 85 ans. Pour beaucoup d'hommes qui avaient refusé d'avoir une vie familiale en se disant, je veux surtout pas devenir bourreau. Vous voyez le truc horrible, quoi. L'atrocité absolue de se dire on ne sait jamais, je sais pas comment ça se passe, etc. Et ce qui est intéressant une fois qu'on a dit ça, c'est que c'est vrai qu'on a tous en fait en société, on se dit que oui, il y a un risque, souvent les victimes deviennent agresseurs, etc. Alors quand on regarde les chiffres, il y a un truc qui est assez bluffant. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez 80% des victimes qui sont des filles. 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Si on avait un risque de reproduction avérée, on aurait affaire à des agresseuses en majorité. Et donc la question qui est posée, là où elle est beaucoup plus complexe, bien sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de rappeler un interdit, etc., à un moment donné, ou qui peut être posé quand on est mineur. Et là où c'est un peu plus complexe, c'est, vous voyez, que ça nous échappe un peu, c'est sur cette dimension culturelle qui vient parler, et fait de, je vous le disais, du berceau des dominations, d'une domination masculine en fait qui s'exprime notamment par rapport à ça. Et c'est ça en fait nous aussi qui est venu nous interpeller. Donc j'ai pas pleinement, vous voyez, la réponse à votre question, si ce n'est effectivement que la vigilance qu'on a à avoir au niveau des enfants agresseurs, et je pense qu'on dépossède bien souvent
de leur statut de mineur quand ils passent à l'acte, d'une certaine manière, ou qu'on vient banaliser. Vous voyez, vous êtes en DITEP, moi je connais assez bien, enfin DITEP. On voit bien, hein, moi j'ai été confronté à plusieurs choses, soit parce qu'on se dit, bah voilà, c'est des fois des enfants en situation de handicap, ouais mais bon ils sont comme ça quoi. C'est parce qu'en fait c'est leur comportement, enfin on le dit de manière assez simple, ou je l'ai vu au niveau de filles victimes de prostitution en Essonne, dans un ITEP où j'étais directeur général de l'association, et puis on me disait, ouais mais c'est parce qu'en fait c'est des filles, elles ont une sexualité débordante. On connaît ça quand même, hein, sexualité débordante des jeunes en situation de handicap, et donc bah ouais, pour une clope, elles font une fellation quoi. Et quand vous dites en fait aux personnes qui sont très bons professionnels par ailleurs, mais je pense que c'est le poids de la culture en réalité, quand vous leur dites non en fait c'est de la prostitution et on va travailler sur ces questions-là avec l'ARS, etc., et bah tout de suite vous impulsez autre chose en fait au niveau des pratiques. Et donc je pense que nous-mêmes, il faut qu'on arrive aussi à rompre avec ce schéma culturel qu'on peut avoir par moment, avec cette représentation qu'on a, et des fois de fausses représentations, moi je le dis de manière très claire, même si, je pense que c'est important de le dire, bien sûr qu'il y a un risque, parce que quelle compréhension un enfant victime peut avoir si rien ne lui est dit, si ce n'est s'il doit s'appuyer sur lui-même et donc avoir, comme je l'ai pu l'avoir moi, ma propre résilience. Bien sûr qu'il y a un risque maintenant, qu'il y a un passage à l'acte, et certains d'ailleurs le disent, hein, quand toute une fratrie a été victime, et que tout le monde le savait, c'est d'une normalité absolue. Donc il y a des gens, il y a des générations effectivement qui continuent en se disant bah non mais ça se passait comme ça à la maison quoi. C'était comme ça. D'autres questions, mesdames et messieurs? Oui, madame. On vous porte le micro par derrière, du coup. Voilà, il descend. Merci de vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Merci monsieur pour votre présentation. Je me présente, Néza Najim, déléguée départementale aux droits des femmes, donc pour le département de la Creuse. Et j'aurais juste 2 réflexions à faire. La première, je rebondis sur la question culturelle. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir entre la main le livre Le berceau des dominations, qui, pour ma part, est très éclairant. Donc de Dorothée Bussy, vous me corrigez si je me trompe. Et en fait, ça fait le lien avec un problème qui est, de ma part, socio-culturel. Alors je fais une autre parenthèse, mon métier antérieur c'était psychologue, donc le sujet ne m'est pas étranger. Donc le berceau des dominations, et la thématique globale c'est l'anthropologie des dominations. Et je ferai un parallèle avec la violence faite aux femmes. Effectivement, il y a un travail très important qui a été fait par nos pouvoirs publics, qui est fait aujourd'hui sur le terrain pour essayer de lutter contre ce fléau. Donc avec des campagnes, des actions énormes dans tous les départements et à travers le territoire, et une volonté de notre gouvernement de travailler avec des moyens qui ont été mis en place, et surtout, ce qui est déterminant et ce dont on a besoin pour impulser ce problème culturel, c'est-à-dire de rapport de domination dans nos sociétés, entre peut-être hommes et femmes, et je parle sous le couvert de l'anthropologue, qui se retrouvent aussi au sein d'une famille via une certaine forme de patriarcat sur les enfants. Voilà. Et à l'instar, ce dont on a besoin, c'est cette pulsion, c'est un plan d'action analogue pour briser ce tabou, de mon point de vue, hein, mais on peut discuter là-dessus, pour briser ce tabou, travailler sur ce déni. Et j'ai pu lire le rapport, les 82 propositions, etc. Ce sont des choses qui sont connues dans nos milieux psychiatriques où on travaille sur le terrain, sur les conséquences psychotraumatiques de nos patients, de nos patientes que l'on a vues, etc. Et par rapport à toutes ces conséquences qui ont un impact énorme sur les soins, sur les coûts, etc. Et donc nous avons besoin de travailler tous et de prendre conscience sur le plan culturel de cette problématique pour pouvoir avancer et lutter, contre ce déni et contre ce sujet tabou. Et juste la dernière phrase de ce rapport, ou dans un article, je pense c'était dans la presse, la question qui se pose aujourd'hui, qui voulons-nous protéger ? Est-ce que c'est la famille ou les enfants et l'ordre social familial? Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Oui, Arnaud Gallet. C'est très juste, vous voyez.
C'est très juste ce que vous dites. La seule réponse que je peux faire, vous voyez, au-delà du fait, effectivement, je suis en total accord. Vous voyez, le collectif Prévenir et Protéger que j'ai cofondé avec Rada Hatem, qui est donc la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est tout à fait l'enjeu. C'est-à-dire, c'est d'unir en fait les forces de personnes qui luttent contre les violences faites aux femmes, de personnes qui luttent contre les violences faites aux enfants, tout simplement parce que ce sont les mêmes mécanismes en fait qui sont mis en place. Et on sait bien souvent en fait que le fait de l'initier nous au niveau de la société civile, ça peut permettre quelque chose, etc. Et on a été grande cause nationale d'ailleurs 2019 avec le collectif Prévenir et Protéger. Mais effectivement, vous avez raison, ce sont exactement les mêmes mécanismes. Et puis, on sait que malheureusement, les enfants, ce sont des critères de vulnérabilité supplémentaires. C'est-à-dire que les enfants, notamment tout petits, les enfants en situation de handicap, enfin bref, vous pouvez rajouter les MNA, les mineurs non accompagnés, etc. Enfin bref, tous les jeunes qui sont les plus vulnérables parmi les vulnérables, malheureusement, sont encore plus exposés à ces violences-là. Mais ce qu'on retrouve aussi chez les femmes. Les femmes en situation de handicap, je veux dire, on en parle finalement assez peu. Et pourtant, c'est quand même celles qui sont le plus exposées à ces violences-là. Je rebondis sur votre témoignage. Vous citez en effet un livre. Vous avez parlé du livre de Camille Kouchner qui, est-ce que selon vous, il était déterminant sur la libération de la parole, sachant qu'il y a, c'était en 2021, me semble-t-il, on est en 2023. Depuis, il y a eu en effet beaucoup de personnes qui ont informé le grand public qu'elles ont subi l'inceste. Il y a d'autres livres qui sont sortis. Je pense à Triste Tigre, où là, on est passé, me semble-t-il, à une étape suivante. Camille Kouchner dévoile des faits, mais ne dévoile pas à travers les mots finalement les actes, alors que Triste Tigre, dès les premières pages, boum, elle balance exactement. Est-ce qu'il faut en passer par là pour que véritablement on prenne conscience de ce que ça peut être que l'inceste et de la nécessité de protéger? Alors je pense que en fait, ça fait longtemps que les personnes victimes d'inceste écrivent, notamment on reparlait d'Eva Thomas, etc., même si Triste Tigre, c'est quand même bien spécifique. La particularité de Camille Kouchner, si je peux le dire comme ça, c'est quand même, encore une fois, d'avoir ouvert une nouvelle ère, celle des co-victimes. Et là, je vais faire le parallèle pour répondre à votre question, à ma propre histoire. Vous voyez, moi j'ai 2 sœurs, une grande et une petite. J'ai été, comme 9 personnes sur 10, éjecté de ma famille, alors même que tout le monde reconnaissait les faits, y compris mes cousins. Moi, d'ailleurs, au niveau de la justice, au passage, on peut se demander pourquoi ça freine, puisque moi, j'avais même des aveux écrits, je veux dire, des agresseurs qui sont passés en audition, qui ont reconnu les faits. Par contre, on se demande à quel moment est-ce que les choses se passeront. Pourquoi je dis ça? Parce que mes sœurs ont pris le parti du clan. Et donc, elles m'ont éjecté. Ça veut dire que moi, au bout d'un moment, j'ai rompu. Et j'ai toujours dit à mes sœurs que pour moi, elles étaient victimes. Avant de connaître Camille Kouchner, parce que pour la petite histoire, en fait, moi j'ai fait partie du même numéro. J'ai connu Camille Kouchner parce qu'on était dans le même numéro de l'Obs, donc on a lié un lien d'amitié juste après avec elle. Et je lui ai raconté, vous voyez, le 4 octobre dernier, quand j'ai sorti mon livre, donc j'étais un enfant, à la fin de la dédicace, parce que c'est un peu le truc, je découvre un peu le monde de l'édition, si j'ose dire comme ça, de cette manière-là. Et j'ai ma grande sœur qui est venue. Il était 22h30, 23h, donc elle a attendu que tout le monde parte. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai serrée dans mes bras. Et parce que je me dis, finalement, quel poids de culpabilité elle-même en tant qu'enfant, elle peut nourrir. Vous imaginez le truc? Nous, quand on parle de nos conséquences psychotraumatiques, qui sont atroces, enfin, je veux dire, ok, je ne vais pas la remettre en question, surtout pas moi, mais quand même, il y a un impensé aujourd'hui. On n'a pas été au bout des choses. Moi, je pense à mes sœurs. Vous voyez, le lendemain, j'ai eu ma petite sœur qui m'a appelé, qui est à Toulouse. Qui pareil m'a dit tout ce qu'on a loupé, etc. Je lui ai dit écoute, tu as été victime, tu es victime. Pour moi c'est important. Et je pense qu'il faut qu'on porte ce message-là, après qu'on différencie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas protégé. C'était pas à mes sœurs de me protéger. Mes sœurs, elles ont suivi le move, si j'ose dire, de quelque chose qui était dysfonctionnel. Mais même majeur, si j'ose dire, parce qu'on reste toujours un peu les enfants de ses parents quand même, je pense que voilà. Et à mon sens, vous voyez, là où Camille Kouchner, elle a ouvert quelque chose à laquelle d'ailleurs même la Civise, pour moi, n'a pas pleinement répondu parce que c'était pas directement la commande, un peu en partie, mais on a été assaillis par d'autres demandes. Je pense que la question des co-victimes et les conséquences en fait sur les co-victimes, y compris d'ailleurs, je vais le dire de cette manière-là, même ma propre mère. Moi, je me rappelle ma mère, par exemple, quand j'ai annoncé les faits, moi j'avais 19 ans, première réaction de ma mère, c'est de dire on s'est fait avoir. J'ai jamais compris. Je me suis dit qu'on s'est fait avoir de quoi, etc. Et grâce à Camille Kouchner, j'ai compris effectivement que ma mère, aussi dysfonctionnelle soit-elle, effectivement, elle a fait confiance à cet oncle
qui était par ailleurs prêtre, qu'on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Elle n'avait jamais fait en sorte, même si elle aurait jamais dû le faire dormir dans ma chambre, bien évidemment. Il ne faut surtout pas faire dormir les enfants, les adultes dans la chambre d'un enfant. Et bien ma mère, forcément, les conséquences que ça a sur elle, elles sont terribles. Et je pense que ça, il y a un impensé en fait là-dessus. On se dit encore, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une dualité entre un agresseur et une victime. Le jour où on comprendra qu'un agresseur agit sur tout un système, on pourra peut-être effectivement avancer autrement. Arnaud Gallet, pour terminer, avant que nous fassions une pause, avant de retrouver le docteur Benkemoun, vous êtes debout, vous tenez debout, vous avez dit que vous aviez encore quelques petits soucis d'addiction. Vous avez eu, vous, un soutien social positif pour être là, justement, debout aujourd'hui et de faire tout ce que vous faites? Ah non, moi j'ai eu un soutien social très négatif. C'est-à-dire que moi, alors comment vous expliquez votre... Bah non, mais c'est des questions de résilience, je pense. Oui. C'est ce que disent les psys. Moi, les psys disent, si vous voulez, j'ai été victime enfant de beaucoup de maltraitants. J'ai un père très violent, c'était connu, tout le monde là aussi, tout le monde se disait, c'était un quartier très bourgeois. Ah bah non, mais il est quand même bien, quand même Gallet, parce que je ne peux pas donner son prénom, mais je peux au moins donner son nom, parce qu'on a le même forcément. C'est quelqu'un de... c'est quand même quelqu'un, enfin voilà, et puis c'était, enfin vous voyez, grand quartier, on va dire assez bourgeois, mon père... payer l'ISF quand il y avait l'ISF encore, etc. Donc il y avait toujours des choses, y compris au niveau de... Ouais, mais quand même, on en rigolait, quoi. Je veux dire, toutes les alertes qu'on pouvait dire, où il cassait tout, etc. Et donc non, après j'ai eu le droit, je pense, et d'ailleurs je le raconte dans mon livre, j'ai quand même eu de belles rencontres, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, à travailler quand même à l'âge de 13 ans, notamment au marché. Le marché qui aurait pu être un endroit hyper insécurisant, j'ai fait de belles rencontres avec des personnes qui ont, je pense, pu m'apporter d'autres valeurs à un moment donné, et qui m'ont ouvert aussi, voilà. J'ai fait des belles rencontres à l'école, c'est important de le dire, même si l'école ne m'a pas protégé directement. J'ai eu, je me rappelle toujours, moi, de ce proviseur, notamment, j'étais donc dans le lycée où je ne sais même pas comment je débarquais, j'ai horreur en plus, moi, de tout ce qui est mécanique, auto, machin ou truc. Je me suis retrouvé embarqué dans un truc, je fais, mon Dieu, comment je vais faire? Et j'ai fait la connaissance de cet homme-là, Monsieur Cohen, je me rappellerai toute ma vie, qui est quelqu'un qui prenait du temps avec nous. J'ai fait connaissance aussi avec d'autres enseignants, etc. Et donc qui ont fait que petit à petit, je suis passé... C'est quand même un soutien social. Ce sont quand même des soutiens sociaux. Ouais, mais pas directement lié avec mon histoire, c'est-à-dire pas avec des personnes qui ont dit je te crois donc je te protège. Vous voyez, c'est là quand même la différence, et néanmoins qui ont pu m'apporter autre chose et qui m'ont permis au bout d'un moment de passer de quelque chose qui était plutôt technique à de l'anthropologie, même si personne n'a rien compris de ce virage-là, mais en tout cas j'y suis arrivé. Mais bon, mon combat aussi aujourd'hui, très sincèrement, je pense que je suis pas... Vous voyez, vous parlez, alors il n'y a pas que de l'addiction, j'ai une déficience respiratoire, comme énormément de victimes, je fais de l'hypertension artérielle. Pour moi, mon combat aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai un enfant qui est né en 2015, j'ai un fils, me dire, waouh, ça veut dire que d'une certaine manière, je suis pas dupe non plus, hein. C'est-à-dire que quand vous avez tous ces problèmes-là, même si vous êtes pris en charge, ce qui est plutôt bien, vous avez une espérance de vie qui est réduite. Voilà. Et moi, je me dis qu'il y a un truc déjà que je trouve profondément injuste, pour l'amour que j'ai pour mon fils et même pour ce que j'ai vécu enfant. Et je me dis, il faut absolument se battre aussi pour les autres, parce que gérer les ressources que j'ai, ça ne veut pas dire que je dois me limiter uniquement à regarder mon nombril, mais on doit regarder l'ensemble. Moi, j'ai une pensée notamment pour les personnes à la rue, pour des personnes qui d'une certaine manière, je peux dire s'en sortent pas, mais qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et je pense que là-dessus, on a un devoir collectif justement, et on n'est pas que victime. Voilà, je le dis de cette manière-là. Et ça, pour moi, c'est important. On peut servir à la société parce qu'il y a un processus d'identification qui est indéniable. Dès qu'on parle effectivement dans un endroit, il y a toujours quelqu'un qui vient dire ah moi aussi, etc. Y compris des gendarmes, très bien d'ailleurs, que j'ai pu voir, etc. Non, mais c'est important de le dire. Et puis il faut qu'on fasse société. Je pense que là-dessus, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la victime d'un côté, les survivants, etc., qui sont là. Il y a l'ensemble d'une société. Il faut choisir son camp, en fait, dans cette histoire. Il n'y a pas de... voilà, il est vachement... Moi, j'en ai marre d'entendre « c'est vachement bien, votre combat ». En fait, non, c'est notre combat. Il faut qu'on arrive à lutter collectivement par rapport à ça. Et donc, voilà, après, oui, c'est plus une volonté politique qui m'anime. Bien, on vous retrouve tout à l'heure en début d'après-midi pour la table ronde avec le docteur Benkemoun. Peut-être l'année prochaine avec votre caravane. Peut-être l'année prochaine avec votre caravane. Et on vous remercie beaucoup. On vous propose de faire une pause, mesdames et messieurs. Et puis, on compte sur vous pour être de retour au plus tard à 11h10. Et ça sera donc le docteur Benkemoun qui sera très pédagogique sur la manière d'écouter la parole. Merci à vous, à tout à l'heure.